Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Talk Podcast. Cette semaine, exceptionnellement, c'est Tom qui reprend la présentation pour parler des Philadelphia 76ers, l'équipe qui subit un début de saison assez compliqué. Et pour ce faire, deux intervenants avec moi. Le premier, Constant. Constant, comment vas-tu? Ça fait plusieurs épisodes qu'on ne t'a pas entendu. Content de revenir? Ah, ça fait un mois quasiment que je suis pas venu là, je date, hein. Franchement, je date de fou là. Encore le dernier épisode que j'ai fait, la saison NBA venait de débuter. On avait dit Oui. oh là là, Milwaukee c'est pas bien, les Lakers c'est bien. Bon bah voilà, tout s'est réagencé un petit peu pour revenir au cours normal des choses. Milwaukee en fait, bon ça, là pour l'instant ça va mieux. Vous avez fait un épisode juste après, mais ça va mieux. En même temps, vu le niveau produit par Giannis Antetokounmpo, ça ne peut que aller mieux. Et les Lakers se font torcher par les Nuggets. Donc j'ai envie de dire une saison habituelle de NBA. La vie trouve toujours son chemin, j'ai envie de dire. La vie trouve toujours son chemin. Et pour nous accompagner, hein, on a Matt, notre préposé entre guillemets aux 76ers. On espère que tu vas bien, Matt, même si le début de saison, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, est compliqué. Ouais, bah on fait aller, hein. C'est sûr que c'est pas à Philadelphie, c'est pas très fort en tout cas. Même à regarder, c'est pas terrible. Comme je dis souvent, heureusement qu'il y a d'autres équipes NBA à regarder, parce que sinon, ce serait bien triste. Mais en tout cas, on va être là pour faire le constat et voir un peu, faire un peu déjà le bilan malheureusement, et un bilan qui sera malheureusement négatif. Ouais. On rappelle du coup, Matt, que tu es aussi intervenu du côté de Coast to Coast, hein, qui a Oui. reçu Grégoire et aussi Ben. Hein. Donc Tom qu'on salue de Coast to Coast pour parler un petit peu des Sixers pour ceux qui veulent avoir un peu de ton activité et que tu continues tes traits tactiques, on va dire sur Twitter. Tu es l'un des plus actifs en tout cas de l'équipe sur ce plan. Ouais, bah d'ailleurs, On Matt vous... qui Ouais. fait un trade. Le seul trade qui a été fait sur OKC, c'est le trade du PG Washington game. Hein, donc, voilà, on ne remercie pas Matt qui fait des trades sur les matchs où OKC se fait éclater par PG Washington. Alors je sais, ça arrive très souvent qu'OKC se fasse éclater par PG Washington, mais quand même, quand même. J. Washington qui est un peu le joueur montagne russe. Hein. Quand il voit OKC sur le calendrier, c'est rouge et après, ça devient après un chaton. Quoi. Non, il a mis une piquette à Denver, il a mis un 22-13, j'étais content, j'étais en mode ouais, on n'a pas été le seul bon match en 6 mois de PJ Washington, c'est bien. Bravo, ça arrive à d'autres. C'est ça. On fait le petit récap habituel. Hein. N'hésitez pas à venir nous suivre et puis à nous retrouver sur la chaîne YouTube et aussi sur toutes les plateformes de podcast. Les gars, quand vous êtes prêts, on y va? Allons-y, parlons des Sixers. Les Philadelphia 76ers, équipe qui était préposée au haut de la conférence Est, hein, qu'on reprend Vegas et qu'on reprend l'intersaison qui a été un peu flashy. Il y avait pas mal de déclarations justement à ce sujet sur le fait que c'était potentiellement l'effectif le plus complet ou l'un des plus complets qu'avait pu avoir Joel Embiid depuis son arrivée aux Sixers cette saison. Et on a un début de saison qui est assez catastrophique avec plusieurs raisons à ça. Et moi, j'ai juste un petit chiffre pour illustrer ça. Hein. Pour illustrer par exemple la première raison, c'est 6%. 6%, c'est le nombre, enfin c'est la part du nombre de possessions jouées par le line-up qui en a joué le plus dans les possessions totales de Philly. C'est 6%. Donc c'est minime. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de turnover. Et la première raison à ça, c'est les blessures. Matt, on te laisse revenir sur... On sait que tu es préposé hein, aux Sixers. Je ne peux pas ne pas te donner la parole en premier sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement à ce sujet pour j'allais dire les Clippers, pour les Sixers? Bah oui, comme tu as dit, c'est déjà la raison principale du fait que pour l'instant ça fonctionne pas, c'est les blessures. Pour revenir à une stat, en parallèle à ce que tu as dit, il y a eu 9 starting five déjà déployés par Nick Nurse différents depuis le début de la saison, donc forcément c'est pas idéal quand tu dois faire autant de starting five différents. Et en fait, le problème c'est qu'on le sait, Joel Embiid s'est blessé la saison dernière, il s'est fait une déchirure au ménisque, il a été opéré, il a joué les Jeux Olympiques. Normalement, il aurait dû revenir en début de saison, vu que quand même il y a eu un temps de repos. On a appris pendant le camp d'entraînement qu'en fait, il n'a pas du tout fait le camp d'entraînement. Il n'a pas du tout joué. Il a assisté quand même au camp, mais il n'a pas du tout participé à ce camp d'entraînement. Et ensuite est venu les déclarations du coach avant le début de la saison.
Et déjà, on voyait bien un Nick Nurse frustré parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Philadelphie, en fait, dès qu'il y a une blessure d'Embiid, c'est toujours le flou. J'ai même l'impression que c'est toujours le flou en interne, où j'ai l'impression que ça communique pas très bien. Mais même en tout cas de l'extérieur, on le voit parce que à chaque fois, les timelines sont un peu mystérieuses. Il y a même des fois Joel Embiid, il est mis questionable, en fait il joue. Il y a des fois il va jouer puis à la dernière minute il joue pas. C'est arrivé, c'est même arrivé là les matchs où il a joué. Donc il n'a pas démarré la saison. Il a manqué, je crois, c'est une dizaine de matchs, il me semble à peu près. Donc c'est ce qui est énorme. Et ce qu'il faut savoir aussi, oui, le début de saison là est catastrophique. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai regardé quand Embiid s'est blessé la saison dernière, c'était au mois de février, il me semble, à savoir que les 14 premiers matchs, les Sixers étaient en 4-10 quand Embiid n'a pas joué. Les 14 premiers matchs où Embiid n'était pas là. Donc en fait, le bilan, en fait, quand il est négatif, mais est-ce que c'est si étonnant que ça ? Non, parce que tout repose sur lui, en fait. Tout repose sur lui. Et en plus, Paul George qui a été recruté, malheureusement, on le sait, il s'est blessé en pré-saison. Donc du coup, on s'est retrouvé avec que Maxi qui était à la création. Et pour faire parallèle, comme je disais à la saison dernière, quand Maxi était seul à la création, on a bien vu que c'était compliqué pour lui. François, je t'ai vu dodeliner un peu quand Matt justement a abordé le fait que les Sixers soient mauvais sans Joel Embiid et que leur bilan est à peu près similaire, puisque là ils sont quand même à 3-12, que leur bilan est un peu similaire à l'année dernière. Je t'ai vu dodeliner. Je pense à quoi tu penses. Je pense à ce que tu veux dire, mais je te laisse élaborer là-dessus. Pourquoi tu dodelinais ? Je dodelinais parce que en fait, Matt a dit on s'attendait à ce que les Sixers soient mauvais lorsque Joel Embiid n'est pas présent. Sauf que non. Pourquoi t'as posé un max sur Paul George dans ce cas-là ? Pourquoi t'as mis une partie de ta mid-level ou je sais plus. Pourquoi t'as donné des sous à Caleb Martin ? Je sais plus exactement quel type de contrat ils ont donné. Je crois que c'est de la mid-level. Et pourquoi t'as donné mid-level à Caleb Martin dans ce cas-là ? Enfin, on en avait parlé quand on avait fait les previews de début de saison. La question sur les previews, c'était comment vont réagir les Sixers lorsque Joel Embiid et ou Paul George seront absents ? C'était la grande question. Si on avait écouté quand on avait fait l'épisode preview, quand on avait fait l'épisode fenêtre de titre, on avait été plutôt optimiste sur ces Sixers. En tout cas, moi de mon côté, j'avais dit que j'avais bien aimé l'été qui avait été proposé, que j'avais bien aimé soit les re-signatures, soit les arrivées qui avaient été faites au courant de l'été. Les Eric Gordon, la prolongation de Kelly Oubre, l'arrivée de Caleb Martin, la signature de Guerschon Yabusele. Je trouvais que l'effectif était un minimum cohérent. Et là, par contre, on est dans une situation où là, c'est assez catastrophique. Et ce que je trouve assez cocasse, entre guillemets, c'est que si on regarde le nombre de matchs loupés, les Sixers n'ont que 24 matchs loupés. Ils sont même pas dans le top 5, top 5 qui est composé de New Orleans, Charlotte, Memphis, OKC et je prends la 5e place. Mais si vous regardez par exemple les Pels, en termes de nombre de matchs manqués depuis le début de la saison, ils sont à 77. Memphis est à 94 matchs manqués. C'est pas mal, ça fait une bonne petite stat, sauf que les 24 matchs manqués par les joueurs de Philadelphie, c'est des matchs manqués par Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid. C'est au niveau du salaire que tu t'en rends compte, notamment sur Spotrac, dans la partie salaire de Spotrac. Tu vois le nombre de matchs manqués et tu vois le nombre de dollars qui correspondent justement à ces matchs manqués. Et tu vois que Philly est quand même très haut par rapport par rapport à ça. Ouais, ils sont 4e. Ouais. Mais voilà, sur le début de saison, en fait, que Philly galère sans Joel Embiid, c'est pas très étonnant, j'ai envie de dire. Que Philly soit autant en galère, c'est un peu plus inquiétant parce que, oui, effectivement, on s'attend pas à ce que Philly soit à 70% de victoire sur les matchs où Joel Embiid est absent. Et surtout que la blessure de Paul George n'a pas aidé, on va dire, à améliorer les choses. Mais malgré ça, sur les matchs où tu avais le duo Paul George et Tyrese Maxey, tu continues à perdre des matchs face à des équipes qui n'étaient pas des foudres de guerre. Donc, pour moi, c'est inquiétant dans le sens où on s'attendait à ce que cette équipe soit moins forte, forcément, quand Joel Embiid n'est pas présent sur le parquet, mais on s'attendait pas à ce qu'elle soit mauvaise, tout simplement, lorsque Joel Embiid n'est pas présent. Constant, tu as parlé de blessure de Paul George, j'ai failli te dire laquelle, puisque Paul George est blessé 2 fois, encore une fois, au bas du corps, hein, comme tu as pu le souligner en off. Ça fait beaucoup de blessures sur ces 2 dernières années au bas du corps, et malheureusement pour lui, là il récupère la même blessure qu'il a eu justement avant le début de la saison. Donc voilà, c'est un peu de la malchance pour Paul George. Et effectivement, ça pose des problèmes structurels par rapport à l'effectif, puisque on voit bien que
déjà Joel Embiid, à lui seul, c'est un sacré moteur offensif. Et Paul George est censé être aussi un sacré moteur offensif à lui seul. Mais quand tu perds justement ces deux-là, ça fait glisser un peu les rôles et qu'on reprend notre fameuse théorie du costume. Hein. On se retrouve avec des joueurs qui sont, entre guillemets, miscastés, qui sont pas vraiment dans la bonne case pour eux. Sauf que malheureusement, ça risque de durer un peu puisqu'on a deux joueurs qui sont assez injury-prone. Matt, tu as commencé à parler un peu de Joel Embiid. Pour toi, c'est quoi les conséquences aujourd'hui du fait que ces joueurs-là manquent des matchs et vont être amenés à manquer beaucoup de matchs? On a vu que voilà, Joel Embiid, il y a eu des problématiques au niveau de son physique qui sont réapparues, notamment au niveau de son genou, et aussi au niveau de du sens de l'heure aussi pour Joel Embiid. C'est le problème, c'est qu'il a du mal à savoir quelle heure il est, ou il a peut-être des problèmes pour calculer combien de temps il faut pour rejoindre le centre d'entraînement du Wells Fargo Center. Visiblement, il y a quelques petits problèmes d'horaire chez Joel. Donc ça plus justement la partie physique, ça pose aussi un problème plus gros autour de la franchise et aussi autour de la non-communication des blessures. Tu en as parlé un petit peu sur le fait que voilà, il joue, des fois il joue pas, il fait l'échauffement, tu crois qu'il va jouer, finalement il joue pas, il est peut-être doubtful, il va jouer. Voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça en tant que fan des Sixers justement? Bah ouais, je suis habitué, on va dire malheureusement, mais oui, c'est le flou artistique à chaque fois parce que bah tu vois par exemple là le dernier match, il devait jouer, en fait il devait faire ce qui est habituellement fait en fait, c'est il fait le warm-up et c'est lui en gros qui décide s'il est apte à jouer ou pas. C'est ce qui devait se passer en fait 1 heure avant. Nick Nurse a fait une conférence de presse en disant ça aux journalistes. Il va faire son warm-up et on va voir s'il va jouer. Enfin, c'est lui qui décide s'il va jouer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est, je crois, peut-être 30 ou 40 minutes après, en fait, il a même pas fait son warm-up. Et on a appris par Nick Nurse, à nouveau, que en fait, bah, son genou avait gonflé et que non seulement il le mettait out pour ce match-là, mais il le mettait également out pour le match de cette nuit contre les Clippers. Donc en fait, on apprend, il devait faire un warm-up, et puis en fait, il le fait pas parce que son genou a gonflé. Mais j'imagine que son genou, il avait pas gonflé, il avait gonflé sûrement dès le matin ou la veille, il avait pas gonflé une demi-heure avant. Donc tu vois, c'est toujours cette communication un peu qui est toujours dans le flou. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est là, le genou a regonflé. Moi, je trouve que c'est inquiétant. Il a joué que 4 matchs, ce qui est pas énorme. En plus, franchement, lors des 4 matchs, je pense qu'on l'a tous vu. C'est pas Joel Embiid qui est sur le terrain. Je veux dire, là, il y a pas du tout d'impact. Moi, son match contre les Knicks, en fait, il faisait que poser des écrans. Il recevait la balle, mais il avait sur son jump shot, en fait, il n'arrivait pas vraiment à plier les jambes, en fait, pour armer son tir. Et on voyait bien, qu'il y avait une gêne. À savoir que lui, il a déclaré aussi pendant le Media Day qu'il lui faudrait du temps, mais plus psychologiquement pour revenir, parce qu'il sentait bien qu'il avait une gêne mentale, que mentalement, il avait du mal à refaire confiance à ce genou-là. Et là, on apprend que du coup, il a regonflé, donc moi, je trouve que c'est inquiétant. Là, comme je vous l'ai dit en off, c'est la 2e opération du cartilage qu'il a. Enfin, non, du ménisque, pardon. Donc, à savoir, ils ont enlevé des morceaux de ménisque. Mais en fait, le ménisque, au bout d'un moment, c'est ce qui permet d'éviter le frottement. Et vu que là, je pense qu'il doit y avoir des frottements, c'est ça qui fait que ça gonfle le genou. Donc, c'est jamais très positif. C'est vrai que Joel Embiid, c'est quelqu'un qui a été très scruté. Hein. On sait à quel point c'est important qu'il soit en forme. Et puis, comme tu l'as dit, sur les 4 matchs, on n'a pas vu le Joel Embiid qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu dans les saisons précédentes. Enfin, pas tout le temps. Quelque chose qu'on aime bien utiliser, notamment à Dunk Hebdo, hein, c'est la capacité du joueur à revenir après ses blessures. Notamment, est-ce qu'il arrive à être exactement lui-même. Et moi, une chose que j'avais remarqué justement dans le jeu d'Embiid depuis son retour, je trouvais qu'il prenait beaucoup de jump shots. Et en fait, en allant regarder les stats, depuis le début de saison, il a pris presque 70% de ses tirs, c'était des jump shots. Alors que globalement, quand on reprend même la saison dernière, on n'était qu'à 60%. Entre 60 et 61%. Donc ça fait quand même presque un écart de 10 points de pourcentage où il prend plus de jump shots. Et pour le joueur qui est Joel Embiid, ça peut vouloir dire des choses, notamment sur sa capacité à être agressif et quel impact il peut avoir au global si c'est un joueur qui, on va entre guillemets, fuit le contact.
il a encore ses lancers francs, même s'il les a pas tout le temps. Bah, Mais c'est vrai qu'on ouais, peut se poser la question, ben, c'est quoi l'impact de Joel Embiid si c'est que l'ombre de lui-même? bah, je rebondis rapidement quand tu parlais de lancer franc, à savoir qu'il y a un match, je sais plus lequel, je crois que c'est Orlando, il a eu C'est zéro lancer Miami, je franc. crois. Miami qui n'en prend Il pas. a eu Ouais. zéro Miami, lancer franc Miami. et franchement. Et moi, quand j'ai Ouais. vu ça, pour C'est Joel Embiid, Miami. il disait que c'était pas arrivé depuis 2018. Donc, tu vois, Ouais. c'est quand même, on sait que c'est quand même l'essence de son jeu d'aller chercher des lancers francs, c'est ce qui fait sa force. Et même au niveau, tu sais, il a développé son face-up game depuis il fait ses saisons MVP. Et il fait des espèces de mini-drive, en fait, depuis la ligne des lancers francs, quand il reçoit le ballon, il fait des espèces de drive où il arrive à aller jusqu'au panier. Bah ça, franchement, je crois que j'en ai pas vu depuis son retour, de ces espèces de mini-drive qu'il fait pour aller jusqu'au panier, parce que, bah, comme je vous disais, je pense que ouais, il fait pas encore confiance à ce genou-là. Donc, ouais, c'est un peu inquiétant. Et du coup, bah, si t'as pas un Embiid au niveau MVP des saisons précédentes, bah, ça pose énormément de questions. Comme vous disiez, les rôles des autres joueurs là ont été élevés. Et du coup, bah, il y a beaucoup de joueurs qui sont au minimum. Et ces joueurs-là, malheureusement, en plus au minimum, je trouve, bah, c'est des joueurs au minimum en fait. Il y en a pas un qui surperforme son contrat. On va dire l'année dernière, par exemple, un Kelly Oubre, je trouve, avait surperformé son contrat minimum. Là, cette année, je trouve que c'est pas trop le cas, quoi. Non, et puis il y a. Non, mais rapidement, pour rebondir sur le KMB, puisque tu parlais de ces jump shots, Tom, si on prend le cumul de ces tirs tentés au cercle et de ces short mid, donc c'est pas vraiment des tirs près du cercle, on va dire, c'est la zone à peu près Ouais. où tu commences à driver, on va dire. Si tu t'arrêtes Ouais. pour faire un short Ouais. mid, c'est que soit il y a du jeu de post-up, soit tu viens de faire un drive. Il était à 62% l'an dernier sur le cumul de ces deux-là. Il est passé qu'à 53 cette saison. Et les 13% d'augmentation, il se retrouve dans une seule zone du parquet, c'est les longs tirs à mid-range. 3 points qui ne sont pas dans le corner. Ok. Donc, il est passé de 13 à 26% de ses tirs à tenter sur les 3 points qui sont pas dans le corner. Donc, très souvent, des 3 points à 0 degré, mais en tout cas, face au panier, vraiment pile au milieu de l'arc de cercle. C'est pas très clair, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, oui, on est dans une situation où Joel Embiid craint potentiellement le contact physique et faut quand même pas négliger le fait que Joel Embiid va avoir 31 ans en mars prochain, que je pense que si on avait dit allez, je sais pas, en 2016-2017 que Joel Embiid allait être capable de faire 6 ou 7 saisons relativement en bonne santé, ça aurait déjà été un bel exploit en soi. Et puis au niveau de la communication et du manque de clarté sur la condition de Joel Embiid dont parlait Matt, moi je pense que c'est un thème qui est récurrent chez les joueurs qui sont extrêmement injury prone, parce que le manque de clarté sur un joueur comme Kawhi Leonard, ça on l'a déjà critiqué du côté des Clippers. Là, on voit du côté des Pelicans ce qui se passe avec Zion. Il y a un manque de clarté totale sur où en est Zion dans le process de retour. Donc, je sais pas si c'est vraiment à imputer à Philly ou plutôt à imputer sur le fait qu'on est sur des joueurs qui sont blessés de manière chronique et que soit ils sont dans une situation où on veut les préserver, donc on sait pas trop quand ils vont revenir, ou alors tout simplement parce que on ne sait pas dans quel état physique sont réellement ces joueurs de par l'accumulation des blessures qu'ils peuvent avoir. C'est très vrai ce que tu dis. Et puis malheureusement pour cette équipe des Sixers, encore une fois, hein, les problématiques ne sont pas que sur le terrain, hein, puisque voilà, il y a des problématiques de blessures, il y a des problématiques terrain sur lesquelles on reviendra, hein, sur comment l'équipe arrive à performer malgré les blessures ou ne performe pas. Mais malheureusement, il y a des choses aussi qui sont sorties sur Joel Embiid, un papier de Shams Charania qui est sorti cette semaine, où il y a pas mal de reproches qui sont faits justement à Joel Embiid, où il y a une citation notamment de Tyrese Maxey qui aurait challengé Joel Embiid sur le fait que voilà, qu'il serait tout le temps en retard, donc aux événements de l'équipe, à l'entraînement, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que à toutes les saisons de Philly, il y a la partie terrain, mais il y a surtout du drama hors terrain. Encore une fois, ces dernières années. Comment toi, Matt, de ton côté, encore une fois en tant que de fan de Philly, comment as-tu, je veux dire, ingéré ces informations et qu'est-ce que ça a fait ressortir chez toi justement? Bah, moi, c'est vrai que c'est surprenant. Moi, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que c'est le papier, il est sorti au lendemain. Il y a eu la réunion, le match de Miami. Le papier, il est sorti dès le lendemain. Donc, en fait, c'est ultra rapide. Et moi, je pense que c'est surtout ça que je trouve qui peut être négatif pour le groupe.
le fait que ça ait fuité. D'ailleurs, on l'a bien vu, Embiid, il a commencé à dire qui c'est qui a fait fuiter ça, je veux rechercher la taupe, je veux savoir qui c'est. Donc forcément, comme tu dis, ça crée de l'hors-terrain. Du hors-terrain, on en a depuis l'épisode Ben Simmons, donc ça remonte quand même. Et tous les ans, il se passe des choses en coulisses. Et à chaque fois, le groupe, forcément, je pense que ça a un impact. C'est obligé. Et ouais, j'ai été surpris moi, je pensais que Embiid, parce que à savoir à toutes les conférences de presse, alors bon, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup pour enjoliver tout ça, où Embiid il déclarait oui, depuis que j'ai eu mon enfant, Embiid c'est plus un leader, il prend tout le groupe en main, il est écouté par ses coéquipiers. Bon, j'imagine que voilà, tout ça c'est un peu pour enjoliver la chose. Et là, du coup, de voir ça, c'est vrai que ça paraît surprenant, surtout que quand même il y a eu le groupe, il est tout nouveau quasiment, à part Maxi et quelques joueurs. Tout le reste, c'est des nouveaux joueurs. Donc là, du coup, forcément, ça renvoie à une mauvaise image. Moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fuite comme ça. Peut-être que moi, j'ai entendu sur des podcasts des Sixers, à savoir que Nick Nurse et Tyrese Maxey, tu sais, ils sont chez Clutch, l'agence de Rich Paul. Et il y a eu des rumeurs que peut-être que, pourquoi pas, ce serait Nick Nurse pour un peu, pour challenger Embiid, pas forcément pour que ça ait un impact négatif sur le groupe. Mais vu que Nick Nurse, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, on sentait qu'il était frustré auprès des journalistes quand il devait répondre à toutes les questions, pourquoi Embiid n'est pas là, lui, on sentait même que lui, il savait même pas exactement pourquoi. Donc, il s'est dit que peut-être que ce serait lui. Bon, ça, après, on sait pas trop, mais en tout cas, voilà ce qui en est ressorti. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est pas positif, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez à la fameuse Coupe du Monde 2010 de football où Patrice Evra était en conférence de presse pour dire l'important c'est pas Anelka, l'important c'est de trouver le traître qui se cache parmi nous. Quand tu commences à arriver dans les situations où tu fais la même chose que l'équipe de France de foot à la Coupe du Monde 2010, ça montre à quel point ce groupe va mal. Et je pense que des team meetings, il y en a dans toutes les équipes, même les équipes où ça va bien. C'est pas une problématique en soi. La problématique c'est que ça fuite. Et moi, je chercherai pas qui est la taupe. Moi, ça fait juste rire que je vois des tweets en disant Eric Gordon a une bonne tête de taupe. C'est juste, moi, c'est les tweets qui me font marrer. Mais je tiens quand même à rappeler, et ça rejoint un peu ce que tu as dit, Matt, le fait que Nick Nurse avait des burners en compte du côté de chez Toronto pour pouvoir démonter les joueurs et qu'il n'est pas parti en odeur de sainteté, que ce soit avec le management ou que ce soit avec les joueurs des Raptors. Et je pense que il faut pas sous-estimer le caractère bien trempé que peut avoir Nick Nurse. Et je pense que quand il a un joueur dans le pif, il serait capable effectivement de divulguer quelques informations pour le remettre en question, en tout cas pour le challenger. Donc le fait qu'il y ait des team meetings et le fait que Tyrese Maxey prenne un petit peu le lead pour challenger Joel Embiid ne me dérange pas. Par contre, effectivement, si tu arrives dans des situations où ça fuite dans la presse, déjà, ça montre que le groupe vit pas forcément très bien. Effectivement, Joel Embiid qui est dans l'œil du cyclone avec Nick Nurse qui pourrait potentiellement être sur ses côtes, hein. Mais quelque chose qui moi m'a surpris en plus de ça dans le papier, c'est Joel Embiid qui faisait quelques reproches au coaching staff où lui se plaignait justement de ne pas connaître du système offensif et de ne pas connaître son rôle. Ça c'est la chose qui m'a le plus étonné. Matt, qu'est-ce que t'en as pensé toi qui suis l'équipe encore une fois au quotidien? Ouais, ça aussi j'étais surpris parce qu'en plus c'est Nick Nurse, c'est pas comme si Nick Nurse en fait il venait d'arriver à Philly, il était là déjà l'année dernière et son système il l'a déjà mis en place. Donc moi c'est vrai que ça m'a surpris. Le système de Nick Nurse il a pas changé, c'est le même. Après c'est vrai que moi par contre il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé lors de certains matchs, notamment celui contre Memphis où je sais pas si tu as remarqué Tom en regardant le match, mais il y a au moment où les Sixers font leur système, tu vois que ça prend 4-5 secondes. T'as Embiid, par exemple, qui pointait du doigt à Caleb Martin, qui disait, non, c'est à toi de venir faire l'écran, c'est pas à lui. Et ça mettait du temps. On voit quand même que cette équipe a un peu perdu par moment, sûrement parce que des nouveaux joueurs aussi sont arrivés, il faut pas l'oublier. Puis Embiid, il a pas joué le camp d'entraînement. Donc sûrement qu'il y a certains joueurs, ils sont pas encore habitués à jouer avec lui. Donc tout ça prend du temps. Comme Constant l'a dit, d'ailleurs, Paul George l'a dit là dans son podcast, parce que Paul George a sorti un podcast où il en a un peu parlé de ce team meeting. Ça, c'est incroyable. Et il a dit exactement ce qu'a dit Constant, c'est que des team meetings, il y en a dans toutes les équipes.
Mais sauf que le problème, c'est que là, ça a fuité. En fait, c'est ça le gros problème. Et en plus, Paul George en parle dans son podcast. Voilà, ça fait parler. Ça parle beaucoup. Il y a le papier qui sort. Donc, faut faire attention parce que c'est sûr que l'impact sur le groupe, forcément, c'est pas très positif, quoi, du coup. Exactement, c'est quelque chose qui a eu un impact, hein, sachant qu'il y avait déjà eu avant cet épisode des dramas hors terrain, notamment avec l'altercation de Joel Embiid avec le journaliste. Voilà, donc pour l'instant, il y a que 15 matchs de jouer, pardon. Mais Philly a déjà son lot de drama limite pour une saison, quoi. C'est la saison entière d'une équipe classique, même si on peut se dire qu'on est habitué avec Philadelphie toutes les saisons à son lot de hors terrain qui viennent entre guillemets venir entacher ce qui se passe peut-être un petit peu plus sur le terrain. Constant, est-ce que tu veux réagir un peu sur justement ce qui a été dit par Joel Embiid au sujet de Nick Nurse et du coaching staff sur le fait qu'il ne sache pas bien son rôle? En fait, moi, il y a un truc qui me frappe du côté de Philly pour parler un peu plus sur le terrain, c'est que si on regarde la pace, alors je vais égayer après, mais Philly est 26e à la pace. Par contre, si on regarde la durée offensive, enfin la durée d'une possession offensive, Philly est aussi, Philly est 23e, excusez-moi, en durée d'une possession offensive, la moyenne d'une durée d'une possession offensive. Ce que je trouve inquiétant, c'est que comme l'a dit Matt, c'est poussif. Mais je trouve qu'il n'y a pas de joueurs en fait qui sont capables d'apporter du rythme, hormis Tyrese Maxey, un petit peu Jaren McCain dont on parlera juste après. Je trouve qu'on est sur beaucoup de joueurs qui jouent assez low tempo, et je trouve que dans une attaque qui patine quand même sévère, ce serait peut-être pas mal d'avoir un ou deux joueurs qui sont capables d'apporter de la vitesse, comme par exemple ce que fait Christian Braun à Denver. On sait que Denver, c'est pas une équipe qui joue extrêmement haut tempo. Par contre, Christian Braun est un joueur capable de prendre le rebond défensif, faire un coast-to-coast et finir fort, ou attaquer sur un jeu de semi-transition après panier encaissé. Je trouve que t'as pas trop ça du côté de Philly, hormis Tyrese Maxey, mais qui est dans un rôle un peu bâtard parce que avec l'absence de Joel Embiid, ça doit être un peu lui le dépositaire du jeu, donc il est plus responsabilisé au playmaking, donc il n'est pas forcément ce feu follet qui peut être lorsqu'il y a la présence de Joel Embiid. Après oui, en attaque, comme l'avait dit Matt aussi, l'usage de Paul George et de Joel Embiid sur le début de saison, c'est 32 pour Joel Embiid, donc on est sur des années classiques, on est à 30 sur Paul George. Bon, quand les deux sont pas là, t'as 62% d'usage qui fiche le camp. Grosso modo, parce que celui de Paul George, il doit être à, 25, 26, lorsque Joel Embiid est présent sur le parquet. Mais en gros, t'as 55% d'usage qui fiche le camp, et sur ces 55% d'usage, il faut les redistribuer sur d'autres joueurs. Le fait que cet usage, il est redistribué sur des joueurs qui ne sont pas efficaces. C'est la problématique, c'est-à-dire que l'usage, il est redistribué sur Tyrese Maxey, qui est pas franchement efficace sur ce début de saison. Il est redistribué sur Kelly Oubre, qui est vraiment pas efficace sur le début de saison. Il est redistribué un petit peu sur Caleb Martin, qui est dans ses standards de la saison à Miami. Donc ouais, je pense qu'on est sur un problème global, et je peux comprendre que Joel Embiid soit un peu perplexe sur le début de saison offensivement et son rôle sur le rôle qu'il peut avoir un petit peu offensivement, parce qu'on l'avait vu encore plus dépositaire du jeu l'an dernier avec la responsabilisation qu'il a eu au playmaking, ce qu'il n'avait pas sous Doc Rivers ou sous le premier Brett Brown, voilà, je cherchais le nom, Brett Brown. Donc ouais, on est dans une situation qui est complètement différente. Peut-être que Nick Nurse a voulu essayer d'intégrer un petit peu plus les nouvelles recrues, notamment voilà, comme je l'ai dit, Caleb Martin, qui a beaucoup été utilisé sur les premiers matchs en début de saison en tant que scoreur, en tant que joueur capable d'aller chercher des lancers francs. Peut-être que ça va se réguler au fur et à mesure que la saison avance, mais oui, sur ce début de saison, moi, le premier truc qui me frappe, c'est vraiment le fait que ça manque de joueurs qui sont capables de changer de rythme et qui sont capables d'amener un petit peu de vitesse pour fluidifier une attaque qui patine quand même sévère. Tu as parlé justement de cette notion de changement de rythme. Alors, peut-être, tu vois, dans un autre registre, tu vois, Kelly Oubre, il peut en apporter un peu, puisque c'est un des joueurs, un joueur dynamique. Mais tu vois, sur cette notion de changement de rythme, moi, j'aimerais qu'on revienne juste un peu avant de parler des role-players, sur Paul George, qui, le rôle de Paul George, enfin, en tout cas, dans les matchs que je l'ai vu jouer, il en a pas joué beaucoup, il en a joué 8. Dans les matchs que je l'ai vu jouer, j'avais l'impression d'avoir une version de Paul George un peu d'Indiana, quoi. En plus âgé ou avec un joueur qui beaucoup de responsabilités, balle en main, beaucoup de choses à créer de façon statique et qui avait des difficultés pour le faire. Enfin, par exemple, j'ai en tête des possessions contre Jake LaRavia qu'il n'arrive pas à blow by, notamment dans ce match face à Memphis.
en difficulté parfois pour contenir ou même pour attaquer Jalen Wells, le rookie de Memphis aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des possessions où alors peut-être que ça joue par rapport à son retour, hein, mais il y a pas mal on n'a pas encore le Paul George, on n'a pas encore le Paul George physiquement des Clippers et qui il joue un rôle qui est difficile avec justement les responsabilités qu'on pourrait associer au Paul George d'Indiana. Le Paul George d'Indiana, c'était quoi, il y a 10 ans, quasiment. Ouais. Ouais, il me fait un peu penser au Paul George de la saison sans Kawhi aussi. Des Clippers, la 2020-2021, et ça se retranscrit dans les stats, puisqu'il a assisté que sur 34% de ses paniers sur les 8 matchs qu'il a joué. C'est son total le plus bas depuis la saison sans Kawhi Leonard aux Clippers, donc la 21-2022. Il y a un truc inquiétant. Alors on sait que ça n'a jamais été son domaine de prédilection, mais il va de moins en moins au cercle. Alors c'est pas aidé, on va dire, par le fait que l'intérieur qui joue le plus souvent avec lui soit André Drummond. Drummond. Bon, quand t'as André Drummond dans le dunker spot, c'est difficile d'aller au cercle. Ouais, mais effectivement, il est passé de 20%. Enfin, Paul George sur les 3 dernières années en termes de fréquence de tir près du cercle, c'était 24, 20 et là c'est 15. Bon, c'est un petit peu inquiétant et on est dans une situation où moi je suis pas particulièrement inquiet pour le niveau offensif de Paul George. Je pense que c'est un joueur qui, un peu moins l'an dernier, mais on va dire depuis 2-3 ans, se repose quand même sur du shot-making. Et du shot-making soit à mi-distance, soit à 3 points. C'est juste que là, sur le début de saison, son efficacité à 3 points était absolument catastrophique. Et je pense que ça va se modérer au fur et à mesure qu'il revient, qu'il retrouve un peu de rythme, s'il parvient à en trouver, hein, parce que oui, effectivement, lui, il a pu faire le training camp, mais quand ta pré-saison est stoppée net, et qu'ensuite tu te retrouves un petit peu dans une dynamique déjà qui est pas bonne au niveau collectif, et où toi, tu dois très vite trouver un apport au scoring, et parce que ton équipe en a besoin. Je sais pas si c'est forcément mettre le joueur dans les meilleures conditions, mais effectivement, on est dans une situation où Paul George, pour l'instant, n'assume pas ou ne peut pas assumer ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un joueur qui est le parfait lieutenant de Joel Embiid lorsqu'il est présent sur le parquet et qui est capable de prendre des responsabilités et une grosse charge offensive tout en maintenant un certain niveau d'efficacité lorsque Embiid n'est pas. Pour ça, je vais rebondir là-dessus et je te redonne la parole justement, Matt, sur tu as parlé justement concernant du fait que il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas efficaces qui jouent actuellement, et effectivement en regardant par rapport en carrière, hein, on voit que Philly, c'est une équipe, notamment sur le point de vue du 3 points, c'est une équipe où les shooters à 3 points sont très mauvais par rapport à ce qu'ils ont tiré en carrière. Et c'est vrai que, alors oui, il peut y avoir un peu de malchance, mais il y a aussi peut-être les dispositions dans lesquelles ces joueurs-là sont mis, où ils sont t'as pas mal de joueurs qui vont prendre des 3 points qui sont forcés, ou sinon des 3 points beaucoup plus difficiles qui devront être auto-générés. Par rapport à ça, Matt, je sais que tu as une stat là-dessus. Est-ce que tu veux rebondir dessus, s'il te plaît? Oui, j'avais. En fait, c'était sur les 3 points ouverts où effectivement, j'étais allé regarder. En fait, j'ai cumulé parce que sur NBA.com, on a les stats des 3 points wide open et open. En fait, j'ai cumulé les deux et j'ai fait un classement. En fait, il s'est avéré que Philly sont avant-derniers. Les derniers, c'est Orlando. Et Philly, ils sont avant-derniers à 31,8%. Et Orlando, ils sont derniers à 31%. Donc forcément, c'est pas très positif. Sachant qu'Orlando est l'équipe qui génère le plus de 3 points wide open de toute la NBA. Ah ouais. Les joueurs sont ouverts pour une raison. Hein. Ah ça. Ouais. Mais du coup, oui, je pense que comme tu as dit, Tom, je pense qu'il y a une part quand même de malchance. Je pense que ça va quand même aller dans l'autre sens parce que bon, une telle maladresse, même j'avais un graphique où tu vois les pourcentages que tu disais des 3 points en carrière des joueurs et leur pourcentage sur la saison. Par exemple, un Tyrese Maxey, il est à 26,5 contre 38,9. Bon, c'est Tyrese Maxey, je pense que oui, lui pour le coup, je pense que par contre, effectivement, il prend trop de pull-up et ça en revient au fait qu'on disait il prend beaucoup de tirs difficiles, mais enfin 26%, je pense quand même pas que ce soit son pourcentage. Et si tu fais un peu le tour de tous les joueurs, c'est un peu pareil. Ils sont tous à moins 5, voire plus en termes de pourcentage par rapport à leur moyenne en carrière. Le seul qui shoot bien, enfin les deux seuls, il y a Gershon Yabusele. Franchement, ça, c'est un truc, je m'y attendais pas trop. Il est à 41,8. Alors ça, pour le coup, je suis pas sûr que ça tienne. Mais bon, c'est déjà positif. Mais c'est sûr que oui, c'est le fait que les joueurs sont dans des rôles où on leur en demande plus que ce qu'ils devraient être, n'aide pas. Et
Paul George, c'est un peu la même chose. Moi, ça m'a frappé où il y a même eu des line-up où il n'y a même pas de petit avec lui. Il est qu'avec des joueurs qui sont des finisseurs ou on va dire des connecteurs comme Caleb Martin, si on le considère un petit peu comme un connecteur. Et il y avait que Paul George sur le terrain qui était là un peu pour mener le jeu. Alors, en termes de playmaking, moi, j'ai quand même bien aimé ce qu'il a fait. Mais par contre, comme vous disiez, en termes d'attaque vers le cercle, tout ça, non, Paul George, il n'arrive plus trop à faire ça. C'est beaucoup de shot-making. Il prend énormément de longs tirs à 2 points. D'ailleurs, ses pourcentages sur les longs à 2 points, je crois qu'il est à 50%. Donc là, pour le coup, il surpasse largement ce qu'il fait. Par contre, oui, ces 3 points, c'est pas bon. Mais ça, je pense que ça reviendra aussi. Paul George n'est pas un shooter à 29%. Mais moi, dans sa saison aux Clippers, ce que j'avais bien aimé, c'est que Tyronn Lue, je trouve, il l'a utilisé finalement dans le rôle qui lui va le mieux aujourd'hui dans sa carrière, où il a un peu de création, mais il a aussi pas mal de finition et de jeu en catch and shoot. Et là, du coup, Nick Nurse, je pense que c'est aussi dû aux absences, lui redemande ce rôle de trop créateur. Et du coup, ça fait plonger, je pense, son efficacité. Il faudrait retrouver un Paul George qui a un peu cette double casquette. Je pense que c'est le rôle qui lui va le mieux aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que l'an dernier, pourquoi Paul George était plus dans un rôle de finisseur? Parce qu'il y avait James Harden à la création. Et oui. Là, tu es dans une situation, en fait, tu ne peux pas reproduire le modèle des Clippers parce que Tyrese Maxey n'a pas le niveau de création de James Harden, et puis surtout parce que le potentiel offensif et même le roster d'un point de vue offensif des Clippers était excellent l'an dernier. Alors voilà, il y avait même, on peut le critiquer, mais juste en termes de capacité à générer des passes décisives, en tout cas à créer de l'espace pour les autres, un joueur comme Russell Westbrook était intéressant. Je sais pas si je poursuis vu qu'on a perdu Matt, mais non, mais dans tous les cas, je trouve que c'est difficile parce que on peut pas demander le rôle de Paul George, on peut pas demander à Paul George d'avoir le rôle qu'il avait l'an dernier aux Clippers parce que le roster est complètement différent. Et pour rebondir sur ce que disait Matt au niveau du 3 points de Philadelphie, Philly est la 5e équipe qui tente le plus de 3 points en pull-up cette saison. Premier, c'est Boston, très surprenant. Deuxième, c'est Charlotte. Et Charlotte, limite, je trouve que c'est plus cohérent quand on voit la construction du roster avec typiquement les joueurs qui prennent le plus de 3 points en pull-up à Charlotte, c'est la Melo Ball et Brandon Miller, hein, tout à fait. Oui. C'est ces deux joueurs-là. Curry aussi, un petit peu de mettre de temps en temps. Ouais, un petit peu de Seth Curry, mais voilà, c'est limité, on va dire, à 2 joueurs qui sont des gros joueurs de volume à 3 points. Troisième, c'est Minnesota. Il y a 15 tirs à 3 points qui sont tentés en pull-up. Je pense qu'il y en a 14,6 pour Anthony Edwards et 0,5 pour Julius Randle. Et quatrième, c'est les Clippers avec James Harden et Norman Powell. Et cinquième, la Philadelphie. Et si on prend l'efficacité sur ces pull-up à 3 points, Boston est à 31,3, Charlotte 34, Minnesota 40, Clippers 30,8 et les Sixers sont à 24,6. C'est le plus faible pourcentage à 3 points sur les pull-ups de toute la NBA, sachant que t'es l'équipe qui en prend t'es dans le top 5 des équipes qui en prennent le plus. Donc oui, effectivement, on est sur des joueurs qui sont dans du dépassement de fonction, c'est ce que j'aime bien dire. On est sur des joueurs qui sont responsabilisés, qui ont un costume qui est effectivement potentiellement trop grand pour eux. Mais j'ai envie de dire, t'es un petit peu obligé, quand bien même, tu as des bonnes surprises, puisque Matt a parlé de Guerschon Yabusele, qui est plutôt une satisfaction, une vraie bonne satisfaction sur le début de saison. Et on parlera de Jared McCain à un moment donné, mais lui, c'est une réelle satisfaction. C'est juste que t'as 2 satisfactions pour combien de déceptions? Parce que t'as le début de saison kata de Kelly Oubre, t'as le début de saison kata de Caleb Martin, t'as le début de saison kata de Kyle Lowry, t'as Eric Gordon qui a plus d'essence dans le moteur. Enfin voilà, t'as 2 rayons de soleil dans un océan ou dans un ciel très fortement nuageux. Justement, partons sur ces rayons de soleil, hein, puisque voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir une ouverture sur ce qui fonctionne, hein, puisque là on a parlé de pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas justement pour cette équipe de Philly. Il y a quand même 2 choses qui fonctionnent, comme tu l'as cité, Constant, avec Guerschon Yabusele de retour NBA et aussi Jared McCain, le rookie sensation, on va dire, qui a gravi entre guillemets les spots du rookie leader petit à petit. Matt, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu de Jared McCain? Moi, c'est vrai qu'il m'a pas mal impressionné. Moi, moi, j'ai pas trop suivi la NCAA, mais c'est vrai que quand j'avais discuté un peu avec des fans des Sixers, ils m'avaient plutôt dit que c'était un
un shooter, un simple shooter, un peu je pense que ce qu'est Dalton Knecht pour les Lakers, mais en fait il s'avère que c'est plus que ça. On voit qu'en fait c'est un porteur de balle qui a à peu près la taille d'un Tyrese Maxey, qui est au niveau de la finition au cercle, c'est pas trop ça, mais par contre moi ce que j'aime bien c'est déjà je trouve qu'au playmaking, moi je le trouve bon. Moi j'aime bien ces lectures qu'il fait, on sent en fait qu'il y a un vrai QI basket chez ce joueur-là. C'est ça qui est intéressant, on sent qu'il fait les bonnes lectures. Puis il y a la relocation à 3 points aussi où je le trouve vraiment très bon. Il arrive à courir d'un corner à un autre ou d'un spot à un autre. Et puis par exemple, moi je me souviens d'une action face aux Nets où il a un switch face à Dorian Finney-Smith. Il n'arrive pas vraiment à le blow-by, donc il s'arrête, mais intelligemment il ressort la balle à 3 points. Et en fait, ce qu'il fait, c'est il ressort dans le corner, on lui fait la passe. Vu que Finney-Smith a peur de son shoot à 3 points, bah il fait un peu un close-out et là il arrive à l'attaquer et du coup il peut finir. Donc en fait, il arrive toujours à trouver une solution. On dirait qu'il a conscience un peu de ses limitations physiques et des fois techniques, mais qu'il arrive un peu à pallier à ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est son shoot. C'est vraiment, on sent la mécanique est quasiment parfaite. Il avait raté aucun lancer franc. Il en a raté là. Du coup, c'était le premier lancer franc qu'il a raté. C'était au dernier match contre Brooklyn. Mais on voit que il a un excellent toucher de balle. Après. Du coup, Nick Nurse, maintenant, lui, il a carrément propulsé dans le 5 majeur. Le dernier match, il a même joué 40 minutes. Donc là, c'est vraiment, il est propulsé dans un rôle de titulaire. J'imagine que ça va rester comme ça. Puisqu'en plus, moi, je trouve qu'à Philly, il y avait un peu ce problème on va rebondir sur le podcast que vous avez fait la semaine dernière, mais de ce 5e titulaire, où il n'y avait pas vraiment, c'était Kyle Lowry qui avait cette place-là, mais on sentait bien que Kyle Lowry, il y avait plus d'essence dans le moteur. Et on sentait bien que Nick Nurse cherchait un peu qui allait être ce 5e titulaire. Et là, du coup, je pense que ça va être Jared McCain. Alors après, il y aura toutes les questions défensives, parce qu'effectivement, par contre, de l'autre côté du terrain, c'est très compliqué. Forcément, il va être ciblé parce que c'est un joueur petit. Et déjà que Tyrese Maxey, c'est le cas, il est souvent ciblé. Donc, il y aura des questions défensives du côté de Philadelphie, avec du coup un backcourt très petit. Tu parlais justement, Matt, de cette potentielle association de Tyrese Maxey et justement Jared McCain, avec McCain qui serait le fameux 5e titulaire. C'est vrai qu'en conférence de presse, ils ont été questionnés par rapport à ça et justement par rapport au fait qu'ils auraient pu être considérés comme un small backcourt, comme un peu l'a été considéré Damian Lillard et CJ McCollum. Constant, je te laisse rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est trop court pour le backcourt? Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner, ces deux-là, en prenant en contexte l'état de santé de Joel Embiid et le niveau actuel de Paul George? Non. Okay. Non. On a vu, de toute façon, je veux pas être méchant, parce que bon, j'ai mangé tarif en 2019, mais on a vu quand même les grosses limites défensives du backcourt Damian Lillard, CJ McCollum, quand bien même t'avais 2 shotmakers de grand talent. On voit les limitations défensives. Et moi, ce qui me pose un petit peu problème, on va dire, avec l'association de ce backcourt, c'est que 2-1, c'est petit. Mais si t'étais sur 2 joueurs qui sont petits, mais qui sont, on va dire, assez physiques, en tout cas, qui ont une morphologie qui n'est pas celle de Tyrese Maxey ou de Jared McCain, tu pourrais un petit peu imposer un défi physique. Par exemple, un joueur comme Chris Paul a jamais été le joueur le plus grand. Par contre, défensivement, il avait suffisamment de coffre, notamment sur le haut du corps, pour pouvoir résister à des défenseurs plus grands que lui. Et au fur et à mesure qu'il vieillissait, il était même capable de défendre du post-up sur des joueurs qui étaient beaucoup plus grands que lui, notamment du Jason Tatum, par exemple, au début des années de Boston. Enfin, au début des années de Tatum à Boston. Donc, ça me poserait pas problème. On est sur 2 joueurs qui sont assez frêles, en fait, physiquement, et c'est ça qui me pose un petit peu problème. Et surtout, tu pourrais t'en sortir avec une activité, j'ai envie de dire, en tant que joueur capable de voler des ballons sur du main à main, où tu pourrais être off-ball, on va dire, pendant que tu as un Paul George ou que tu as un Kelly Oubre ou un Caleb Martin qui défend sur le point of attack. Mais là, je trouve que tu es dans une situation où, en fait, les ailiers que tu peux mettre potentiellement pour défendre sur le point of attack, hormis si Paul George retrouve son niveau, et encore Paul George a toujours été meilleur quand il était dans un rôle de défenseur off-ball, ne sont pas suffisamment bons pour pouvoir cacher les 2 autres défenseurs. Donc il faudrait que Paul George redevienne un très bon défenseur sur une point of attack, ce qu'il a été par le passé, mais ça n'a jamais été sa principale qualité défensivement. Il faut que Joel Embiid redevienne dominant sous le cercle. Il faudrait en gros qu'il fasse la série défensive qu'il a fait. Faudrait qu'il fasse la saison
défensivement qu'il a fait, qui était la série face aux Knicks l'an dernier. Voilà, faudrait qu'il ait ce niveau défensif-là sur toute la saison pour que le backcourt défensif soit viable. Donc non, on est dans une situation où t'as deux joueurs qui sont très prometteurs, largement prometteurs. Enfin, Tyrese Maxey a dépassé le stade de joueur prometteur, mais Jared McCain, comme l'a dit Matt, est probablement pour l'instant le favori pour le rookie de l'année. Moi, au niveau de son playmaking, je serais un petit peu plus réservé, on va dire. Je pense qu'on est quand même sur une situation, on est sur un beau gros coup de chaud, et même sur son jeu offensif. Hein. Moi, au niveau de la finition près du cercle, il est pas efficace, mais j'aime bien, comme l'a dit Matt, sa science du jeu et son QI basket. Il y a un petit scoop qu'il met là sur le match face au Nets, il me semble. Le dernier match que Philly a remporté. Ouais, c'est ça, les voilà. Nets. Au moment où on enregistre, c'est face au Nets. Il met un petit scoop enfin, il fait une feinte et il finit sur un scoop près du cercle. Ça, je me dis, ouais, c'est des moves que peu de rookies sont capables de faire. Ouais, voilà. Peu de rookies ont vraiment l'intelligence de faire ça, donc je trouve ça intéressant. Après, voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sur-régime, notamment sur son shoot extérieur, où il est quand même à 51% de réussite sur les catch and shoot à 3 points. Ça va baisser. Mais on est sur un joueur qui, effectivement, est pas si mauvais que ça pour provoquer des fautes, et pas si mauvais que ça en finition près du cercle, dès qu'il aura potentiellement des joueurs qui sont capables de lui créer un peu plus de séparation, hein, typiquement un jeu à deux potentiellement avec Joel Embiid, où il serait peut-être plus dans un rôle de finisseur, où il pourrait se projeter, comme c'était un petit peu le cas pour Tyrese Maxey. Donc c'est déjà un ajout extrêmement positif pour un joueur qui a été pick en 16 à la dernière draft. Donc voilà, c'est bien. Par contre, défensivement, pour moi, tu as un problème de taille et tu as un problème de morphologie. Tu as vraiment deux joueurs qui sont petits et en plus de ça, assez frais. Passons d'un joueur qui a été pick en 16 à la dernière draft à un joueur qui a été pick, je crois, en 2016. Gershon, il est pick, je crois, en 2016. Ouais, c'est 2016. 2016. Ouais. En 2016, on va switcher là-dessus. Gershon Yabusele qui apporte de bonnes minutes. Alors, moi, je suis un peu surpris parce que là où il apporte, c'est pas l'endroit où je m'attendais. C'est-à-dire que moi, je l'attendais plus vraiment apporter en tant que cet ailier hybride. Et là où je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant, c'est un peu en small ball 5, notamment avec des bonnes capacités à trouver. Justement, tu parlais pour Joel Embiid constant, mais tu vois ce fameux tir à 3 points, soit en face sur du pick and pop pour étirer les défenses. C'est une évolution que j'avais pas vu venir tout de suite, notamment parce que voilà, il y a Andre Drummond dans l'équation et on sait que voilà, Andre Drummond c'est un joueur qui fait beaucoup de choses pas bien, mais qui au moment où tu vas le sortir, il te prend un rebond offensif, il va te jouer un main à main, il va faire productivité, et finalement tu vas te dire bon ben on le laisse encore un peu et voilà, on voit que Gershon sur ce début de saison, il a sa chance pour se montrer et ce que je trouve intéressant c'est qu'il arrive à se montrer sur des choses qui sont complémentaires avec le 5 majeur théorique, mais qui peut avoir sa carte à jouer en étant peut-être potentiellement le seul big, enfin en étant seul big en sortant du banc. Matt, qu'est-ce que tu penses toi de son début de saison à Gershon Yabusele, qui est l'autre rayon de soleil du côté de Philly? Mais oui, moi j'ai été aussi très surpris. Moi, c'est surtout le shoot à 3 points où on sait que depuis qu'il est passé par l'Euroleague, ça s'était amélioré, mais tu sais, on sait jamais la transposition entre l'Europe, la NBA, des fois, ça peut être problématique, surtout que la ligne à 3 points est plus éloignée. Mais c'est vrai que moi, pareil que toi, je m'attendais à ce qu'il soit plutôt utilisé dans un rôle d'ailier. Alors quand il y avait Embiid, on l'a un peu vu jouer avec Joel Embiid, mais en tout cas, la plupart de ses minutes ont été faites en small ball 5. Et c'est vrai qu'offensivement, je trouve qu'il est intéressant. Aussi, je trouve en playmaking sur short roll, tu sais, où il arrive bien contrairement à Drummond, où c'est toujours très compliqué quand Drummond, tu le sers au niveau de la ligne des lancers francs, il a du mal à prendre la bonne décision. Tout de suite, avec Gershon, tu vois qu'il prend la bonne décision. Et il y a aussi, je trouve, ce que j'aime bien, c'est quand il a pas le ballon, il est pas statique, il fait toujours quelque chose, il pose un écran, il bouge un peu. Je pense que c'est sûrement le jeu européen qui est un peu dans son mindset, et du coup, ça se traduit sur le terrain. On voit pas un Gershon qui est statique, et ça aussi c'est toujours bien. Et je pense que c'est pour ça que Nick Nurse, là, j'ai l'impression que maintenant il a pris un peu les minutes de Drummond, et on voit, en tout cas sur le dernier match, c'était lui qui était dans le 5 majeur. Après, par contre, moi j'ai mes réserves quand même défensivement, où forcément il a un manque de taille clair, hein, on le voit. Je veux dire, pour protéger ton cercle, c'est pas du tout sa force. Et même sur drop ou quand il faut switcher,
il est assez lourd, donc au niveau de la mobilité latérale, tout ça c'est compliqué. Donc défensivement, moi ça me fait quand même un peu peur, surtout si Philly arrive en play-off et que du coup c'est, admettons que ce soit le backup d'Embiid, ça risque d'être un peu compliqué. En attaque c'est très bien, mais défensivement moi j'ai mes réserves. Ouais, c'est cette difficulté de devoir trouver de bons role-players, entre guillemets, on utilise beaucoup de cap space, du moins à l'intersaison. On est obligé de faire pas mal de tentatives. Il y a eu pas mal de tentatives au minimum, et dont Gershon Yabusele, qui semble pour l'instant en tout cas être la meilleure des tentatives au minimum, ou du moins celle qui fonctionne le mieux, puisque les autres ça va être des joueurs qui sont vraiment très alliés. Reggie Jackson, on se demande quel accessoire il n'a pas quand il rentre sur le terrain. Il a le full package. Il a tous les outils de NBA 2K, il a tout mis dans les accessoires. Il a tout. Reggie Jackson, il a tout. Il a la bague, la manche, les jambières, les goggles, il a tout. C'est vrai. Kyle Lowry qui, voilà, on commence à sentir le poids des années, qui drive de moins en moins et qui ne va quasiment plus au cercle. Hein. Ouais. Mémoire, en termes de centile, il doit être dans le 8e centile, je crois, à sa position des tirs qui sont pris au cercle. La seule personne qui est plus bas que lui, c'est Chris Paul. Oui. Donc, il est à 6% de tirs tentés prévus. De tirs pris au cercle. Donc on voit que voilà, c'est quelqu'un qui va pas y aller, qui va être obligé, entre guillemets, d'arroser de loin. Et voilà, il y a eu ces paris qui ont été tentés, et ça peut aussi remettre en question, on le sait toujours, hein, à partir du moment où tu vas utiliser du cap space, tu vas utiliser aussi des mécanismes pour re-signer un joueur au-dessus du cap qui avait des petits cap hold, soit tu te retrouves dans la situation de Cleveland au moment où ils font venir LeBron James, où ils font venir LeBron James, où tu utilises du cap space, mais en plus tu paies la luxury tax. Ça, ce sont des choses très rares, hein, qui arrivent dans l'histoire, c'est-à-dire que tu as du cap space et tu passes d'une équipe avec du cap space à une équipe qui paie la taxe dans la même saison. C'est très rare. La dernière fois que c'est arrivé, c'est Cleveland avec justement le LeBron James, avec les différents contrats qui étaient rentrés en vigueur quand lui était arrivé dans cette équipe-là. Du coup, ça nous permet aussi d'ouvrir sur la nouvelle ère. La première année, généralement, des équipes qui se construisent, on l'a vu avec Phoenix il y a 1 an, on l'a vu avec Minnesota il y a 2 ans. C'est de plus en plus compliqué de construire un effectif cohérent, notamment pour on veut prétendre au contending, entre guillemets, à la post-saison plus. Est-ce que pour vous, est-ce que ça a toujours du sens, ce que Daryl Morey a fait avec les résultats qu'on a actuellement? Est-ce que ça fait toujours sens? C'est dur à juger tant qu'on n'a pas eu l'effectif au complet. Même si finalement on est dans une situation qu'on avait déjà évoquée lors de la fenêtre de titre et surtout dans l'épisode preview. Quand tu signes Paul George au max, quand tu as Paul George et Joel Embiid dans ton effectif, faut pas te plaindre que ton effectif soit pas au complet. Il y a un moment où tu connais les risques de blessures, surtout concernant ces deux joueurs-là, et ces risques, il faut les prendre en compte et il faut pas les utiliser comme j'en sais rien, moi, faut pas les utiliser comme peut avoir Memphis à partir de l'an dernier. Cette année, c'est un peu différent, mais on peut avoir Memphis l'an dernier où t'as plus Jaren Jackson Jr., t'as plus Desmond Bane, t'as plus Ja Morant. C'est des joueurs qui n'ont pas d'historique de blessure. Un petit peu Jaren Jackson Jr. Mais alors que voilà, Paul George et Joel Embiid, ils ont 5 saisons qui parlent pour eux d'absence répétée. Donc pour moi, le projet en soi, est-ce qu'il devait être fait? Oui, parce que je pense que sans l'arrivée de Paul George, potentiellement, t'arrivais dans une situation où la fenêtre, elle pouvait potentiellement très vite se refermer et tu pouvais arriver sur des situations qui sont particulièrement terribles pour Philly, surtout que, il y a des pics de draft qui ont été envoyés du côté de... Non, ils ont récupéré les pics de draft des Clippers pour James Harden. Je me mélange sur les pics de draft. C'est ça, ouais. Excusez-moi. Le pic de draft de Philly, on en parlera juste après cette année à qui il appartient. Mais mais sur ça, je trouve que c'était une décision qu'il fallait prendre, mais c'était une décision à risque. On savait que les joueurs déjà sont une jury prone et vont l'être encore plus lorsqu'ils sont blessés. Après, est-ce que le projet est toujours cohérent? J'ai envie de dire, il faut en parler à, je sais pas moi, Martin Luther King Day. Peut-être que d'ici là, tu auras récupéré Joel Embiid. Peut-être que Paul George sera enfin en santé. Je pense que là, ils ont pris du retard, mais pas trop parce qu'ils jouent dans la conférence Est.
et qu'il faut attendre le retour des blessés, il faut attendre que ces joueurs prennent du rythme pour réellement évaluer le fait que ce projet soit encore cohérent. Et je pense que ouais, il faudra attendre peut-être mi-janvier. Je pense qu'au Martin Luther King Day, on sera à la mi-saison. Donc tu auras déjà un bon échantillon de voir si cette équipe fonctionne, si les blessures ne s'accumulent pas plus qu'elles ne le sont déjà actuellement. C'est vrai que tu vois, avec les paris qu'ils ont fait, c'est difficile de mettre, enfin d'un point de vue structure salariale, quand tu mets autant d'efforts pour recruter des joueurs qui vont fitter avec tes 3 joueurs majeurs d'un point de vue théorique, c'est difficile après d'aller investir sur des joueurs qui sont totalement indépendants et qui peuvent être bons en décorrélant le contexte. C'est dur d'investir comme ça parce qu'on sait qu'à mesure où l'équipe, entre guillemets, devient plus forte, le front office, il va avoir 3 choix. Est-ce qu'il va plus miser sur son closing five, c'est-à-dire la version maximale de son équipe? Est-ce qu'il va plus optimiser les minutes quand ces joueurs majeurs ne sont pas là parce qu'ils ont des soucis de blessures récurrents? Ou est-ce qu'il va plus investir sur le joueur qui remplace le 5e titulaire? Voilà, c'est un peu ces choix-là que les front office ont fait. Et là, pour le coup, Daryl Morey, il n'a pas forcément le choix. Là où il aurait pu, ce qui aurait pu lui donner le choix potentiellement, c'est justement d'avoir fait des coups à la draft. Et on a parlé de Jared McCain qui est un bon coup à la draft, mais c'est vrai que en dehors de lui, alors oui, on voit les fans des Sixers nous parler de Ricky Council, avant il y avait Bol Paul, les joueurs qui étaient un peu les coqueluches de l'effectif. Mais quand on remonte dans le temps, on se rend compte que depuis l'arrivée de Daryl Morey en poste, alors oui, il y a eu le coup Tyrese Maxey, il y a le coup Jared McCain, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu grand-chose. Matt, je te laisse rebondir là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on pense en fait de la façon dont Daryl Morey aujourd'hui utilise les choix de draft qu'il a à sa disposition et les choix qu'il peut faire? Oui, c'est un truc en plus que je tenais à dire parce que pour moi c'est un peu son défaut. Je trouve à Daryl Morey, tu l'as bien souligné, on pourrait être biaisé en se disant bah oui il a sélectionné Maxey, là il a sélectionné McCain, oui c'est très bien. Mais moi je trouve que c'est son défaut il maximise pas assez en fait ses choix de draft. En plus c'est dommage parce que Daryl Morey il drafte bien. Quand tu regardes la plupart des joueurs draftés, c'est des joueurs de rotation NBA, beaucoup. Tu vois, j'avais noté Matisse Thybulle. Matisse Thybulle, il avait ses défauts, mais c'est un joueur de rotation NBA. Et moi, ce que j'ai toujours regretté, tu vois, je l'ai noté, il a été tradé, je me rappelle, contre Jalen McDaniels et des tours de draft. Philadelphie avait récupéré des seconds tours. Il nous avait même sorti en conférence de presse, oui, c'est Hayden James, comme ils aiment bien dire les Américains, genre c'est un joyau caché, soi-disant. Jalen McDaniels, ils l'ont bazardé l'été, il a pas du tout été re-signé. Donc au final, c'est ça que je trouve dommage. En fait, il pique des choix de rotation et puis ils sont un peu bazardés comme ça. Alors j'imagine que c'est aussi pour économiser parce qu'on le sait, Josh Harris, il paye jamais la taxe de luxe. Donc c'est souvent des moves financiers. Donc peut-être qu'aussi il a pas le choix. Peut-être que c'est le proprio qui vient le voir et qui lui dit écoute, moi je veux pas payer la taxe, donc débrouille-toi comme tu veux, mais il va falloir que passer en dessous. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Mais il y a aussi les Isaiah Joe, les Charles Bassey à l'époque qui ont été coupés rien n'a été récupéré en retour. Moi je trouve ça dommage. Isaiah Joe, je veux dire, ça se voyait que ça pouvait être un joueur de rotation et pas manqué. Il est allé à OKC, il a eu un peu de minutes. Bah voilà. Moi j'ai pas été surpris du tout. J'ai pas été du tout surpris que ça arrive pour Isaiah Joe. Et c'est encore une fois, je trouve ça dommage. Il y a eu aussi la draft dernière, l'intersaison dernière à la trade deadline, il trade Jaden Springer qui faisait en plus un bon début de saison du côté de Philly et il le trade contre un second tour du côté de Boston. Donc bon, Springer, ok, il joue pas, mais en tout cas, je trouve qu'en fait, au niveau des role players qui draftent, souvent ils sont pas gardés et du coup, on se retrouve avec des joueurs signés au minimum, des vétérans. Où là, on le voit, c'est des vétérans. En plus, souvent, il aime bien ramener des joueurs qu'il a déjà eu, comme par exemple les Eric Gordon, les André Drummond. Mais souvent, on le voit, il y a plus d'huile dans le réservoir et ça aurait été bien d'avoir des role players draftés que tu as eu par le passé. Ça aurait été bien d'en avoir certains à ce moment-là.
Mais il prend André Drummond et Eric Gordon juste parce que Gerald Green et Nene Hilario sont à la retraite, hein, c'est tout. Sinon, il aurait repris ces deux gars-là, David Morey. Et puis, c'est vrai que quelque chose qu'on peut noter dans ce que tu as dit, Matt, pas vraiment de two-way players convertis. Voilà, les joueurs qui arrivent sur les two-way contracts. Alors, c'est des choses que, par exemple, que moi, Memphis, c'est même constant, du côté de Casey, qu'on a pu avoir ces dernières années, des joueurs qui sont en two-way contract, qui arrivent en two-way contract et qui récupèrent des contrats NBA standard pour finalement avoir des minutes dans l'effectif. Bah là, pour le coup, c'est pas vraiment le cas. Je sais pas si Ricky Ponce, c'était peut-être un two-way, potentiellement. C'était un undrafted, ouais. Non, c'était un undrafted. Il était undrafted, ils l'ont converti la saison dernière. Mais ouais, on voit que ça donne pas trop satisfaction, en tout cas pour le moment. C'est ça. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est ce qui aurait pu justement à pouvoir permettre d'avoir une palette plus large de choix que justement les contrats minimums et d'avoir cette notion de diversité et de fraîcheur. Parce que voilà, Jared McCain, c'est quelqu'un qui ramène énormément de fraîcheur et de dynamisme dans ce projet où même si, entre guillemets, tous les joueurs sont nouveaux, tu as l'impression que sur ce début de saison, les fans des Sixers sont déjà épuisés. Alors que c'est un nouveau projet. Ce projet-là, il est né cet été, quoi. Et je pense que c'est beaucoup par rapport à la valeur de l'espoir. Hein. On le sait, en NBA, l'espoir, c'est quelque chose d'important, notamment au niveau des fanbases. Et plus grand est ton espoir, plus grande aussi est la déception quand ce que tu avais espéré ne se manifeste pas. Je vous propose justement, sur ce motif d'espoir, hein, de partir sur la suite. Qu'est-ce qui attend justement ces Sixers? Il y a un petit peu plus d'une 60aine de matchs encore à jouer. Je pense que ça risque d'être compliqué pour taper l'over-under à plus de 50 victoires. Dur, hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile à faire. Donc, c'est peut-être pas impossible en tout cas pour la fin de la saison. Alors, Matt, c'est quoi tes motifs d'espoir, toi, en partant de la fin de la saison là sur la soixantaine de matchs restants? Déjà, on va attendre que les blessés. Alors Embiid, comme je l'ai dit, on sait pas, donc on va attendre. Mais déjà, il y aura le retour quand même de Paul George, parce qu'il faut savoir que aussi, pareil, avec Tyrese Maxey et Paul George, ils ont joué un match et demi, parce que du coup, ils ont joué le match de Memphis, des Suns, ensemble, et le match des Clippers, là où en fait, Tyrese Maxey se reblesse, et en fait, quand l'un s'est blessé, l'autre s'est reblessé, et vice versa. Donc déjà, on va attendre le retour de Paul George, et peut-être qu'avec un McCain, Maxey, Paul George, peut-être que déjà on aura un niveau assez compétent pour aller chercher quelques matchs, parce que là du coup à chaque fois il en manquait finalement 2, donc c'est ça je pense aussi qui fait que les résultats n'ont pas été bons. Donc déjà il y a ça comme motif d'espoir. Il y a peut-être aussi le shooting à 3 points qu'on parlait tout à l'heure, ça a peut-être remonté pour certains role players. Les role players vont peut-être retrouver un peu leur rôle. Et puis, l'autre motif d'espoir, c'est que on est dans la conférence Est. Je crois que je regardais tout à l'heure, tu as 3 défaites d'écart avec la 6e place. 3 défaites d'écart avec la 6e place, c'est rien du tout. 4 équipes avec un bilan positif. Donc tu te dis, c'est largement faisable finalement d'aller même chercher une 6e place. Donc voilà, en tout cas, par rapport à tout ça, peut-être que voilà les motifs d'espoir un peu qu'on peut avoir. Et puis aussi, il y a le rookie de Jared McCain. On va espérer de le voir encore progresser et sortir des performances comme il a pu sortir. Mais moi, j'ai envie de dire les motifs d'espoir jusqu'à où? Jusqu'à quel stade sportif les motifs d'espoir? C'est-à-dire que moi, je doute pas du fait que Philly puisse largement se qualifier pour les playoffs, même via le play-in. Ça, j'ai pas de doute. Mais par contre, si on reprend les objectifs voulus, ou en tout cas énoncés par la fanbase avant le début de la saison, qui est, allez, au moins les premières finales de conf. Faut passer 2 tours. Voilà, les premières finales de conf de Joel Embiid. Je suis très inquiet. Je pense pas que... En fait, on est dans une situation où tu as des absences, tu as des justifications, mais il y a quand même des trous qui paraissent trop grands pour qu'un simple retour de blessure puisse combler tous ces trous. Et en fait, moi, ça me fait un peu... Et j'ai l'impression de réécouter le podcast sur les Bucks. Là, tout le passage que vous avez fait sur la draft, j'ai l'impression de réécouter ce qui a été reproché aux Bucks. C'est-à-dire que Daryl Morey, c'est des hits ou des gros miss. Donc, les gros hits, c'est Jared McCain et Tyrese Maxey, mais il
il y a pas de joueurs qui ont été draftés qui sont devenus des bons role players, quoi. Il y a pas de role player. Voilà, il y a pas de role player comme c'est le cas à Milwaukee. Donc forcément, tu arrives sur des groupes qui sont essoufflés. Moi, j'ai envie de dire les motifs d'espoir, c'est le retour de Joel Embiid à un niveau qui était le sien l'an dernier, le retour de Paul George qui était à un niveau qui était le sien l'an dernier, mais là aussi, pour moi, t'as des trucs, enfin voilà, je vous l'ai dit en off, Philly, c'est la deuxième équipe qui provoque le plus de turnover de toute la NBA pour les équipes adverses après OKC. Ils sont 28e en point par possession sur le jeu de transition. Ouais, c'est dur. 28e. Il y a un moment où, pour moi, il y a des trucs qui... Oui, Philly va aller mieux, mais vont-ils aller suffisamment mieux pour atteindre les objectifs qui étaient les leurs avant le début de la saison? Ça, j'y crois pas. Ça, personnellement, je n'y crois pas. C'est vrai que bon, cet effectif-là, il peut encore bouger, hein, puisque on sait que, par exemple, Kenyon Martin Jr. a été signé un peu comme une trade d'exception humaine. Hein, c'est quelqu'un, voilà, on lui a donné un salaire de 8 millions pour pouvoir en matcher un contrat. Il pourrait être mis notamment peut-être avec, puisque les Sixers ont la possibilité d'agréger, de se handicapper à la seconde apron en agrégeant, mais ne peuvent pas, bon, je pense, hein, ne vont pas récupérer un joueur qui a juste un salaire plus grand pour ne pas s'handicapper à la première, hein, si jamais ils doivent faire des moves. Quoique, ce serait bien Josh Harris de forcer justement Daryl Morey de se handicapper à la première apprenée. Ouais. Voilà, comme ça, il lui met un seuil, une limite à ne pas dépasser. Donc voilà, c'est une équipe qui peut encore voir son effectif bouger. Constant a dit que tu vois que c'est globalement que pour l'instant tu ne crois pas au fait que cette équipe-là va pouvoir être en mesure avec ce départ-là de réaliser leurs ambitions, notamment d'aller potentiellement en finale de conf, ou du moins ce sera avec un parcours qui sera beaucoup plus relevé. On a parlé des Cavs il y a 2 semaines. Matt, tu étais présent justement sur ce podcast des Cavs. Est-ce que le début de saison des Sixers t'a fait changer la façon dont tu les voyais avant que la saison commence? Moi, ce qui me fait changer, c'est Joel Embiid, en fait. Parce que, pour moi, c'est lui. Si, c'est vrai que moi, quand je parlais là des motifs d'espoir, moi, c'est déjà pour la saison régulière et gagner des matchs de saison régulière. On en est à là pour l'instant. Mais si tu élargis et que tu ouvres, est-ce que la fenêtre de titre est là? Pour moi, ça dépend de Joel Embiid, en fait. C'est lui la préoccupation numéro 1, c'est lui. Et au vu là de ce qu'on voit, son genou qui va pas bien, bah oui, là, si vraiment il s'avère que c'est récurrent pendant toute la saison, bah la fenêtre elle est pas ouverte, ça c'est sûr, ça c'est certain. Autre question, Constant, je te relance là-dessus, je profite. À qui ça profite dans la conférence ou même à l'échelle de la NBA, hein, à qui ça peut profiter que les Sixers justement soient autant en difficulté? Ok, si. Mais pas trop, parce que le pic il est protégé c'est ça, quand même, donc pas trop. Faut pas être trop mauvais quand même, hein. Mais non, mais oui, bien évidemment, ok, si. Bon, là, c'est ce qui est quand même assez rigolo, je trouve, c'est que les fans d'OKC sont passés de shifter à guetter les résultats des Clippers à guetter les résultats des Sixers, parce que les Clippers sont trop forts sur ce début de saison. Ouais, mais les Rockets, tu vois, les Rockets sont aussi trop forts. Enfin, vu que c'est un swap entre les Clippers et les Rockets et que c'est le meilleur des deux, tu regardes plus les Clippers que les Rockets. Surtout que les Rockets, c'est protégé top 10, là où les Clippers, c'est unprotected. Bref. C'est vrai. Mais voilà, je trouve que, en fait, tout le truc, c'est que au-delà de la simple blague sur le fait qu'OKC possède le pick de draft des Sixers, on salue bien sûr Al Horford qui a permis de réaliser ce rêve, bien sûr. Non, mais blague à part, je trouve que Philly, en fait, à qui ça profite? Ça profite aux équipes qui étaient, entre guillemets, considérées comme underdog. Enfin, vous savez, on en a parlé tout au long de l'été, ce fameux groupe de 4 là, de la conférence Est, où c'était Boston, Philadelphie, Milwaukee et les Knicks. Eh ben, tu vois que ceux qui profitent sur ce début de saison, c'est les 2 underdogs qui étaient Cleveland et Orlando. Puisque Cleveland fait un début de saison, vous en avez parlé, mais qui est historique, hein, puisqu'ils sont en 16-1, donc c'est un début de saison qui est historique. Et Orlando, malgré la blessure de Paolo Banchero, est en train petit à petit de faire son trou dans le classement de la conférence Est, derrière un Franz Wagner qui joue à un niveau All-Star, on va être très honnête, voire même au NBA depuis une bonne dizaine de jours. Donc oui, ça profite à ces 2 équipes-là. Après, ce qui profite dans l'autre sens à Philly, c'est la conférence Est. Puisque moi, je vous ai trouvé des petites stats et je vous l'avais envoyé dans la conversation de groupe il y a de ça quelques jours.
il y a, sur les 40 dernières années, il y a 104 équipes qui ont débuté avec un bilan de 3 victoires pour 12 défaites au mieux. Il y a des équipes qui ont fait pire. Hein. Sur ces 104 équipes, il y en a 8 qui sont allées en play-off. Dont les équipes... Non, même pas. J'allais vous dire, il y avait les Lakers, mais les Lakers, ils avaient gagné un 4e match avant de jouer leur 16e match. Donc il n'y a même pas les Lakers d'il y a 2 ans. Les derniers à s'être qualifiés en play-off en débutant avec un bilan de 3-12, c'était les Pels. Voilà. Ou les Wizards. Donc bon, on est dans des situations où c'est quand même pas fou. Donc voilà, je trouve que en fait, tu es dans un cas de figure qui est assez rarissime de pouvoir te qualifier en play-off avec un début de saison aussi faible, mais le contexte de la conférence Est leur favorise quand même grandement le fait que si tu jouais dans la conférence Est, clairement, tu aurais 7 défaites à rattraper ou 6 défaites à rattraper. Vu que tu joues dans la conférence Est, tu en as 3 ou 2 à rattraper sur Atlanta qui est 7e. Moi, je dirais que, par exemple, pour reprendre la question, moi, je dirais que ça profite à Nick Nurse, puisqu'on se pose moins les questions sur son coaching, et on voit poindre, en tout cas dans la fanbase de Philadelphie, des gens qui critiquent un peu son manque d'inventivité, alors que c'est d'habitude un coach très créatif. T'as l'impression que voilà, qu'il laisse les choses se faire, qu'il y a très peu de choses ingénieuses qui sont proposées, en tout cas dans son playbook cette année. Ça profite un peu à Daryl Morey, dans le sens où voilà, faut attendre. Si ça ne fonctionnait pas alors que les 3 joueurs étaient déjà là, il aurait peut-être une pression différente. Et après, je trouve que d'un point de vue externe, ça profite beaucoup à Indiana et à Tyrese Haliburton, parce que s'il n'y avait pas ce qui se passe à Philly, je pense que on en parlerait un petit peu plus. Voilà. Non mais de toute façon, enfin, on va vous leak les offs de la conversation de Kebdo, mais moi au début j'avais dit on fait Indiana Philly, puis en fait Philly, il y a eu l'article de Shams sur le team meeting, ils ont dit non, ils sont trop mauvais, il leur faut leur épisode dédié. Mais de toute façon, chers auditeurs et chères auditrices de Kebdo, vous inquiétez pas, dans 2-3 semaines il y a un 4 quarts. Il est fortement possible que le nom de Tyrese Haliburton soit mentionné. Je vous le dis déjà, si je suis présent dans cet épisode de 4K, mon joueur négatif c'est Tyrese Haliburton. Voilà, comme ça c'est dit. Je sais pas si ce sera le cas, mais oui, effectivement, ça profite à d'autres équipes et d'autres superstars qui passent un peu sous le tapis. Après, concernant Daryl Morey, je suis pas forcément d'accord, parce que je pense que il aurait eu une pression qui aurait été encore plus grande si les 3 avaient joué et qu'ils auraient été mauvais, mais je pense que ça lui enlève pas de la pression pour autant, c'est-à-dire qu'il peut quand même se retrouver sous le feu des critiques parce qu'il a donné un contrat max à Paul George et que Paul George finalement n'arrive pas à rester en santé, et parce que les coups qu'il a essayé de faire durant l'intersaison ne s'avèrent pas payants jusque-là, hormis Karchon Yabusele. Donc je pense que ça le fragilise pas autant que si les résultats sportifs n'avaient pas été présents avec l'effectif en santé, mais ça le fragilise quand même un peu, là où effectivement Nick Nurse se retrouve un petit peu à l'abri des critiques de par ses absences. Et c'est vrai que ça légitime aussi le choix des Clippers pour l'instant de ne pas l'avoir. Les Clippers seront gagnants aussi. Hein. Voilà, de ne pas avoir re-signé Paul George. Mais encore une fois, c'est du court terme. On sait qu'en NBA, tout va vite. Là, il y a même pas encore un quart de la saison qui a été jouée. Ça peut aller très très vite en NBA. Et peut-être que cette équipe des Sixers peut finir vraiment sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, on va clôturer ce podcast par ça. Hein. On va essayer de se mouiller un peu. Pour vous, quel bilan et quelle position à la fin de la saison pour ces Sixers? Tiens, Matt, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, je te lance en premier là-dessus. Pour toi, potentiellement quel bilan, combien de victoires à la fin de la saison sur les 67 matchs restants au moment où on enregistre, et quelle position dans cette conférence Est? Moi, je dirais un bilan à l'équilibre, un peu plus que 41 victoires et vers la 6e place, quelque chose comme ça, 5-6e. Moi je sais pas. Hein. Moi je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas quand est-ce que l'effectif revient en santé. Je sais pas à quel niveau va évoluer Joel Embiid. Là, vous voyez, là ils sont en 3-12. Restant du calendrier là, juste avant juste avant le calendrier non annoncé avec les matchs du In-Season Tournament, c'est Houston, Clippers. Vous aurez le résultat au moment où vous écouterez. Ils sont pas favoris sur les 2 matchs, même s'ils sont à domicile. Détroit, faut quand même aller le gagner. À Charlotte, faut quand même aller le gagner. Tu reçois 2 fois Orlando et tu vas à Chicago.
est-ce qu'ils sont vraiment favoris sur les 7 ou 8 matchs que je viens de vous citer? Il y en a combien où ils sont favoris? Même avec Paul George, juste sans Joel Embiid, il y a peut-être Charlotte et Chicago et Détroit. Sinon, le reste, c'est pas sûr, quoi. Donc, moi, je pense ils vont profiter du fait que la conférence Est soit cata. Mais moi, comme l'a dit Matt, je les vois pas. Ouais, Cleveland, déjà, ils sont dans le rétro. Boston est dans le rétro. Orlando, il y a 5 matchs. Enfin, il y a 5 défaites d'écart. New York aussi. Milwaukee est en train de revenir fort. Ils peuvent aller gratter la 6e place à Miami. Moi, allez, ils vont faire 6e ou 7e. Ce qui était leur classement l'an dernier, je pense. C'est ça, ouais. C'est ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils ont pris trop de retard. Après, au niveau du bilan, je vais être optimiste. Un tout petit peu plus optimiste que Matt. Moi, je pense qu'ils font genre 45-37 ou 44-38. Tu vois, un tout petit peu plus. Parce que, en fait, leur division, ils ont joué des matchs... ils vont avoir des matchs relativement simples dans leur division. Tu vois, ils vont jouer 4 fois les Nets, ils vont jouer 4 fois les Raptors. Ils ont déjà joué ces équipes-là, mais il leur reste des affrontements relativement simples dans leur division. Et puis surtout, au niveau de la conférence, tu peux prendre des matchs à peu près n'importe quelle autre équipe de la conférence Est. Donc, peut-être un petit 44-38, un 45-37. Je les vois pas en dessous de l'équilibre, en tout cas. Je pense que si je devais mouiller, je dirais, ils font 6 avec ce classement-là, 6 ou 7. À la bagarre avec Miami. Ben, moi, je suis un petit peu plus pessimiste que vous, hein, sachant que, tu vois, sur les 3 victoires qu'ils ont gagnées, il y a quand même 2 victoires en prolongation, plus, la victoire face aux Nets, là, ils sont à moins 15. Voilà, il fallait absolument pas perdre contre l'ennemi Ben Simmons. Du coup, Ben Simmons qui manque un lay-up. Ouais, lunaire. Il l'a pris, le tir. Ouais. Au moins, il l'a pris. Ça change de Philly, il a pris le tir. Elle est lunaire. Mais moi, je suis un petit peu plus pessimiste, tout simplement parce que non seulement il y a la problématique de blessure, et comme on l'a dit, alors je sais pas si on l'a dit en off, mais on l'a dit ou on l'a dit au début de podcast, c'est pas parce que des joueurs reviennent de blessure dans la saison qu'ils ne vont pas se reblesser après. Donc, c'est vrai. Moi, je suis un peu échaudé par rapport à ça et par rapport à l'historique de blessures globalement des joueurs qui sont blessés pour cette équipe-là. Et moi, je serais plus sur du 38 victoires quand même. Je serais plus sur du 38 victoires, peut-être 7e place. Parce que je pense que par rapport aux équipes du bas, il y a la gravité de la capture au drapeau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... oui. Aussi, ouais. Il y a des équipes qui jouent bien, vont se dire, écoute, vas-y, on va pas jouer, on va pas faire n'importe quoi. On a besoin d'attirer, on a besoin de se placer pour la draft. Donc, c'est beaucoup plus facile de battre des équipes en fin de saison quand il y a une bonne draft, des équipes qui ne jouent pas les playoffs ou qui sont décrochées quand il y a une bonne draft que quand il y en a pas. Et surtout dans cette conférence Est-là, il n'y a pas énormément d'équipes qui n'ont pas leur pic en main. Enfin, dans le bas de l'Est. Dans le bas de l'Est, il n'y a pas énormément d'équipes qui n'ont pas leur pic en main. Donc, par le jeu de la gravité, je pense qu'ils vont remonter dans le classement, mais je ne pense pas qu'ils finiront avec un bilan positif. Oui, puis il y a les back-to-back aussi. Les back-to-back qui vont pas être joués, il faut pas l'oublier, par Embiid et même potentiellement Paul George. Donc, sachant que je crois qu'il y a eu qu'un seul back-to-back pour l'instant de jouer par Philly. Donc ça aussi, ça peut jouer. Tu regardes, pour avoir un bilan à l'équilibre, faut qu'il soit en 38-29 sur la fin de saison. 38-29, c'est faisable, mais c'est un bon rythme de croisière quand même. Hein. Ouais. Donc, mais après, tu vois, est-ce que tu parlais de la capture de drapeau, Tom? Est-ce que des équipes, en fait, est-ce que le fait l'Est soit autant resserré va pas forcer certaines équipes à jouer le jeu, au moins jusqu'à la fin mars, tu vois, là où on pensait avant le début de la saison qu'elles allaient arrêter de jouer le jeu fin février. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'une équipe, par exemple, comme Chicago, qui semblait être un candidat à la capture de drapeau, va pas se dire, allez, on joue le jeu, tu vois, par exemple? Ben, tu vois, Chicago, ils ont déjà commencé à donner plus de minutes à Matas Buzelis. Ouais. Et autre chose, Nikola Vucevic, il va pas continuer à shooter comme ça toute la saison. C'est vrai. Ouais. Il va pas shooter à 45% à 3 points. C'est vrai. Il va pas continuer à shooter comme ça toute la saison. Donc je pense que au fur et à mesure, la gravité faisant, c'est une équipe qui encore une fois, qui fait partie de ces équipes qui ont leur pic de draft. Donc je pense qu'ils vont jouer crânement. Il y a aussi de la problématique d'identification de talent parce qu'il va peut-être falloir payer Josh Giddey. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et il y a aussi le fait de pouvoir servir de vitrine pour les Zach LaVine,
pour les Vucevic, potentiellement peut-être pour Kobe White et tout ça. Donc, c'est une équipe qui va continuer à avoir, je pense, une bonne rotation. Mais, tu vois, par exemple, si on prend, tu vois, des équipes comme Atlanta, je crois qu'il a son pic qui part à San Antonio, je crois la saison prochaine. Je crois la saison prochaine, cette saison qui a son pic qui part à San Antonio. Il y a Détroit, je crois que vous avez une partie, non, vous avez envoyé en tout cas une partie du pic qui était à OKC, mais qui est parti, mais qui sont en playoff, quoi. Il est au Nets parce qu'on l'a envoyé aux Knicks pour la draft d'Ousmane et les Knicks l'ont renvoyé aux Nets pour le trade de Michael Bridges. Tu vois. Donc effectivement, toute cette, je pense que les équipes les équipes pour lesquelles les jeunes font gagner les matchs vont continuer à jouer puisque ce sont les jeunes qui font gagner les matchs. Par contre, les équipes où ce sont les vétérans qui font gagner les matchs, si par exemple les Nets, donc tout ce qui est Dennis Schroeder, très important, ou c'est les vétérans entre guillemets qui sont moteurs, tu vois, les Finney Smith, les Cam Thomas, les Cam Johnson, tous ces mecs-là qui sont justement qui font que cette équipe a amélioré son plafond, vont sortir, je pense, soit ils vont être transférés, soit ils vont justement sortir de la rotation au profit de joueurs plus jeunes. Et là, les équipes vont chuter irrémédiablement. Peut-être les Hornets peuvent être un peu le cheval noir, le cheval noir. On ne peut pas faire dans le DC. Mais c'est vrai que, alors c'est pas le thème du podcast, mais en vrai, il faut un dixième. Il faut un dixième. Bah oui. Il faut un dixième à cette conférence. Il faut un dixième. C'est même un neuvième, j'ai envie de dire. Donc bon. C'est tout ce qu'on avait à dire en tout cas sur ce début de saison de Philadelphie. On vous rappelle de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou surtout sur X, c'est là où on est le plus actif. De nous suivre aussi sur YouTube, de ne pas hésiter à nous écouter sur les plateformes de podcast, Spotify, Podcast Addict. Et puis nous, on revient dans quelques semaines avec le 4K et peut-être entre-temps une autre émission. Je sais pas si vous voulez dire d'autres choses, Constant ou Matt? Je pense que Norman Powell devra envoyer un petit pourcentage de son futur contrat à Paul George. Je pense. Parce qu'il lui doit beaucoup de choses. Matt? Non, c'est tout bon pour moi. J'espère que du coup, ça va remonter un peu au classement là. Très bien. Écoutez, on peut se quitter là-dessus, puis on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Salut! Salut.